À présent, il est temps d'entendre la voix des partenaires de terrain qui travaillent justement avec ces familles. Et c'est notre premier panel pour lequel j'accueille Frédéric Dufresne, coordonnateur de la concertation Petite Enfance Famille de Montréal-Nord, Lauriane Estienne, chargée de projet Famille, École, Communauté à Action Gardien, Pointe-Saint-Charles, Sylvie Guillon, coordonnatrice concertation et partenariat au Centre social d'aide aux immigrants et qui représente aussi aujourd'hui la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Et la dernière, mais non la moindre, Aurélie Coignac, agente pour la première transition à l'éducation préscolaire au Centre de services scolaires de Montréal. Alors, nous allons nous attarder sur ce que la pandémie a révélé dans notre travail collectif auprès des familles avec de jeunes enfants. J'aimerais qu'on commence, chers panélistes, en nommant les enjeux qui ont été mis en lumière par la pandémie. Et Sylvie, je vous offre la parole pour commencer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. On observe des taux d'infection particulièrement élevés dans les quartiers pluriethniques et racisés de Montréal. Plusieurs facteurs de vulnérabilité sont en jeu pour expliquer ces inégalités de santé. Ayant 2 minutes, j'en nommerai 4. Les données terrain de la DRSP montrent que les personnes immigrantes et racisées sont nettement surreprésentées dans les professions d'aide infirmier, d'aide soignant, de préposés aux bénéficiaires. Elles ont été nombreuses à prodiguer des soins aux personnes atteintes de la COVID-19. Un autre facteur d'importance, la pauvreté. On sait que les personnes immigrantes sont proportionnellement plus nombreuses à vivre dans des logements surpeuplés, ce qui augmente le risque de contamination, mais aussi la culpabilité et l'anxiété liées à la possibilité de contaminer sa famille. La pauvreté va aussi avec des risques de fractures numériques accrues et une utilisation plus fréquente des transports en commun, donc des risques accrus là encore. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, les personnes éligibles ont réussi à accéder aux mesures de soutien financier gouvernementaux. Bon, en revanche, les personnes sans statut, qui n'avaient droit à rien, ont vu leur situation financière se dégrader encore plus. Un troisième facteur, le fait d'être allophone ou d'avoir un faible niveau de littératie, joue aussi en leur défaveur. Les personnes ne maîtrisant pas le français suffisamment ou l'anglais sont particulièrement nombreux chez les nouveaux arrivants qui n'ont pas encore eu le temps de se franciser et aussi chez les personnes aînées pour qui la francisation est plus difficile. Le dernier facteur, c'est le fait d'avoir un statut d'immigration précaire. Lorsque les consignes sanitaires ne sont pas respectées sur leur lieu de travail, les personnes à statut précaire sont souvent réticentes à porter plainte ou à quitter leur emploi. Alors, leurs peurs vont varier, nuire à leur chance d'obtenir le statut de réfugié pour les demandeurs d'asile, peur d'être dénoncés et expulsés pour les personnes sans statut. Sachez que la TSCRI, donc la table de concertation des organismes en immigration, a sondé 400 demandeurs d'asile travaillant dans les services essentiels, enfin dits essentiels. Sur ce nombre, un tiers a été recruté par une agence de placement. Avec les risques accrus que cela comporte, on parle de changements fréquents d'établissement, d'information et de formation en lien avec la Covid et les mesures à prendre minimalistes. Voilà, alors c'est sûr qu'il y a bien d'autres facteurs, mais bon, en 2 minutes, j'avais de la place pour les 4 principaux. Merci Merci de beaucoup, votre écoute. Sylvie. C'était limpide comme à votre habitude. Allons voir maintenant si Frédéric a identifié des enjeux différents. Oui, bonjour. Je suis d'accord avec les observations de Sylvie, on ne fait pas les répéter, mais bien sûr, la crise a été un révélateur déjà des enjeux existants. Ça, c'est l'analyse qui est partagée par tout le monde. Fait que l'enjeu de la fracture numérique est vraiment importante. Sans le matériel technologique nécessaire dans les familles, il devient difficile pour les intervenants de communiquer avec les familles qui ont besoin d'interventions régulières. On peut penser au soutien périnatal, par exemple. L'enjeu de la sécurité alimentaire s'est révélé était très, très fort. Par exemple, Tamara l'a nommé, là, avec l'approvisionnement en lait maternisé ou encore le fait que les enfants dînent à la maison. Donc, ça peut augmenter le budget qui est alloué à la nourriture et donc poser des soucis budgétaires. Un gros problème, c'est la sécurité au sein des familles, des petits logements avec des familles nombreuses, des familles qui sont isolées, épuisées, qui n'ont pas accès à des répits ou qui craignent de s'y rendre. Ça cause de la détresse et ça augmente le risque de violence conjugale intrafamiliale.
On se retrouve aussi dans un contexte où les lieux où proviennent les signalements sont fermés et donc les signalements à la DPJ ont diminué. Donc, on a vraiment les ingrédients pour un cocktail toxique quand on parle de la sécurité des familles. Et aussi, à Montréal-Nord, nous, cette crise sanitaire-là s'est vue redoubler aussi d'une crise de sécurité publique avec la recrudescence d'événements violents qui impliquent des armes à feu. Donc, en plus de la maladie, les familles avaient peur de sortir pour leur propre sécurité. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. Ça a été aussi, c'est aussi très exigeant pour les organismes qui ont réorganisé leurs prestations de services, ont passé beaucoup de temps et d'énergie à faire ça, tant pour les directions des services éducatifs de la petite enfance que pour des organismes communautaires. Et aussi pour les intervenants, c'est l'augmentation du besoin de soutien psychologique et du besoin de briser l'isolement, crée une fatigue empathique. Là, quand on se retrouve durant une semaine à aider des dizaines et des dizaines de familles qui ont des situations extrêmement difficiles, ça peut être difficile à porter pour ces personnes-là. Puis enfin, je dirais au sein de la concertation, nous autres, il y a quelques partenaires qui ont décidé de prendre un petit temps pour se recentrer sur leurs activités principales et ils nous ont quittés pour un certain moment. Donc, c'était un effet propre à la concertation. Merci beaucoup, Frédéric. On passe maintenant la parole à Aurélie pour voir quels sont les enjeux qu'elle a su identifier et qui ont été révélés par la pandémie. Alors, nous allons simplement demander à Aurélie d'activer son microphone afin qu'on puisse entendre ce qu'elle a à nous dire. Nous sommes intéressés à tout savoir. Alors, on va reprendre avec Aurélie. Toutes mes excuses. C'est bon. Alors, dès le mois de mars, nous, les agents pour la première transition scolaire au CSSDM, donc le Centre de services scolaires de Montréal, nous avons fait partie d'une cellule de crise afin de répondre pleinement aux besoins des familles. Alors, nous nous sommes adaptés à ce nouveau rôle et avec la précieuse collaboration des organismes communautaires, nous avons pu répondre aux besoins alimentaires et rassurer les familles. C'est sûr qu'on a aussi répondu à l'enjeu de la fracture numérique. À partir du mois de mai, nous avons ressenti l'urgence de revenir pleinement à notre mandat d'agent pour la première transition scolaire. Les demandes à ce moment étaient un petit peu moins grandes et la cellule de crise, de toute façon, continuait d'être très active et de répondre aux demandes. Nous avons travaillé très fort auprès des équipes écoles, les directions, les enseignants du préscolaire, les techniciennes et éducatrices du service de garde pour qu'un accueil aux familles soit fait, pour rassurer les familles, pour dire que nous attendions les enfants pour la rentrée. Il y a d'ailleurs eu des très belles pratiques et de merveilleux échanges qui ont été faits, des vidéos qui ont été envoyées. Il y a eu des équipes du préscolaire qui se sont déplacées afin de rencontrer les familles et les enfants. Des rencontres de soutien ont été mises en place, des dessins qui ont été envoyés, enfin vraiment tout un bel éventail de pratiques. Ce qui est ressorti, c'est que c'est sûr, il n'y a pas eu de bienvenue à la maternelle cette année, mais toutes les équipes se sont ajustées, elles se sont réinventées et elles ont vraiment su s'adapter à cette nouvelle situation. C'est sûr que plus que jamais, la collaboration de l'école, de la famille et de la communauté, elle a été primordiale et très aidante. Et parce que ce lien existait déjà, tout a été facilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lauriane. Si c'est-à-dire Aurélie, pardon, nous allons maintenant aller à Lauriane pour voir de son côté quels sont les enjeux qu'elle a identifiés. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, de mon côté, je vais commencer en fait à répondre à cette question en abordant l'angle organisme parce que lorsque la fermeture généralisée est arrivée, j'étais à l'emploi d'un organisme communautaire famille, donc j'ai vraiment vécu cette situation de l'intérieur. Je pense que c'est très important de nommer que les organismes qui offraient un service aux familles ont dû se retourner extrêmement vite pour maintenir le contact avec les membres, surtout dans un contexte de crise qu'on sait qui a exacerbé les besoins. Les organismes ont fait preuve d'une grande faculté d'adaptation. Ils ont rapidement pu offrir une programmation virtuelle aux familles, entre autres, puis des soutiens individualisés selon les besoins. Ça a permis de créer des espaces aux familles pour s'informer, pour s'outiller, pour échanger et pour s'amuser.
Dans ce contexte virtuel, je vais nommer à mon tour la fracture numérique, c'est inévitable, c'est important, je pense, de le renommer aussi. Également, je dirais que en termes d'enjeux, les intervenants des organismes de famille sont souvent aussi des parents. Donc, dans la mise en place de l'offre au service, les intervenants étaient dans une situation où ils devaient gérer leur propre réalité familiale, mais ils devaient également soutenir et accueillir tout le vécu des familles qui fréquentaient l'organisme. Maintenant, je poursuivrai avec un an plus par an. Puis encore une fois, vous allez voir que je me répète par rapport à ce qui a été dit avant, mais c'est important que ça se sache. L'enjeu majeur, je dirais que malgré la proactivité des organismes communautaires, il y a eu une perte inévitable de contact avec les familles les plus vulnérables. Et ce, malgré l'utilisation du téléphone, de la livraison à domicile pour élargir les possibilités de contact. On l'a dit, les familles les plus pénalisées par la pandémie sont celles qui sont le plus vulnérables. Par contre, il est très important que je le nomme, le confinement a impacté toutes les familles, et ça, indépendamment de leur situation socio-économique. Donc, c'est clair que toutes les familles ont été fragilisées par cette pandémie. Donc, elles ont vécu un grand stress, elles continuent à en vivre et à en subir les conséquences. Au début de la pandémie, on avait peu de données sur le virus, le besoin d'échanger était immense, on avait peur pour nos enfants, peur pour nous. Les besoins des familles se sont amplifiés à tous les niveaux, perte de revenus, perte d'emploi, besoins alimentaires. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la principale banque alimentaire de notre quartier accueille 20 familles supplémentaires chaque semaine. Un énorme besoin de répit aussi et de soutien et d'accompagnement. Donc, on avait une offre virtuelle variée, mais malheureusement, ça ne répondait pas suffisamment aux besoins de certaines familles. Ça a ses limites et c'est clairement un enjeu lorsque certaines familles ont besoin d'un accompagnement un peu plus soutenu. Je penserais particulièrement aux familles allophones. Donc, plusieurs familles ont nommé aussi leur inconfort à échanger dans un contexte virtuel. Ça a accentué l'isolement. Il y a une détresse qui s'est installée, une grande fatigue chez les parents de gérer tout ça. Et c'est important de retenir que ce type de situation de confinement des familles, c'est propice à créer un environnement plus favorable au développement ou à l'aggravation de problèmes de santé mentale, mais aussi de violence familiale. Donc, pour terminer, dans une perspective un peu plus quartier, le grand enjeu, ça a été de rejoindre les familles, surtout celles qui sont les plus vulnérables en lien avec les enjeux que j'ai nommés, et puis déterminer la meilleure façon, compte tenu du contexte où on ne pouvait pas être en contact physique avec personne, c'est de connaître leurs besoins puis d'y répondre collectivement. Et c'est avec cet angle, en fait, que je poursuivrai avec la prochaine question. Une question que je me fais un plaisir de vous partager parce que malgré tous les défis qu'on vient de nommer, on considère que les organismes, les individus ont su miser sur des facteurs facilitants dans ce fameux contexte de pandémie. Quels sont ces facteurs-là que vous avez chacune réussi à identifier? Je vais commencer avec vous, Lauriane. Oui, alors, comme je disais, d'un point de vue quartier, je dirais que la communication puis des liens forts entre les organismes du quartier ont clairement été des facteurs facilitants pendant cette première période pandémique à Pointe-Saint-Charles, mais dans d'autres quartiers également, le réseau communautaire s'est mobilisé très rapidement dès l'annonce des fermetures et des rencontres de concertation se sont faites plus fréquentes. Il y a eu la mise sur pied de cellules d'urgence avec les institutions, on a ciblé des moyens plus efficaces de répondre aux besoins grandissants des familles. Il y a eu des outils qui ont été créés afin de répertorier les ressources disponibles pour en faciliter l'accès. Il y a eu de la diffusion massive qui s'est faite à l'échelle du quartier, des dépliants dans chaque porte, dans les paniers de banque alimentaire, de l'affichage sur les poteaux, sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, un autre facteur facilitant, c'est un réseau bénévole soutenu par la table de quartier qui a été mis sur pied pour faciliter l'accès aux ressources pour les familles les plus vulnérables, livraison, appel, bénévolat. Il y a même eu du prêt d'employés à d'autres organismes pour permettre de répondre à des besoins qui étaient plus prioritaires. Plus largement, je nommerais aussi des ressources telles que Priorité Parents, une ligne d'écoute qui a été mise en place par la Fédération des organismes communautaires familles. Ça a été rapidement disponible pour les parents, puis c'est ce type d'outils qui sont aussi facilitants pour soutenir et accompagner les parents. Je nommerais aussi la capacité d'innovation et de réactivité du communautaire. C'est très facilitant. Par exemple, lors du déconfinement, mise en place d'activités extérieures, famille et poupons, pour offrir, dans le respect des mesures sanitaires, des lieux pour briser l'isolement, échanger sur les réalités vécues.
Finalement, je dirais que lorsque les liens avec les institutions sont forts et qu'on peut travailler ensemble en ayant comme priorité commune l'intérêt des familles, je parle par exemple de la capacité à être flexible et à s'actualiser, c'est facilitant. Je vais nommer quelques exemples pour terminer. Lorsque les écoles facilitent l'accès au contact des familles pour informer les familles sur les ressources COVID dans le quartier, malgré des consignes strictes, on trouve des moyens avec l'OMHM pour rejoindre les familles. Avec l'arrondissement, quand on peut utiliser des équipements et des espaces publics pour répondre aux besoins, c'est toutes des choses qui sont facilitantes et je pense que c'est très important de les avoir en tête maintenant qu'on vit cette deuxième vague. Merci beaucoup, Lauriane. Allons voir maintenant ce que Frédéric peut nous dire sur ce sujet. Bien, dans les facteurs facilitants, bien sûr, au début, on s'est retrouvé on a retrouvé une explosion, en fait, des lieux de concertation. Les cellules d'urgence commençaient à émerger. Puis là, il y avait une espèce de chaos. Tout le monde voulait parler à tout le monde pour savoir comment les choses allaient s'organiser. Bon, ça s'est placé par la suite. Les enjeux sont définis. Les leaderships ont été pris en fonction des capacités d'agir. Puis après ça, bien, on a été capable de faire des représentations là où nos capacités ne pouvaient être mises au service de la communauté. Il y a bien sûr, bon, je prêche pour ma paroisse, la présence des coordinations, des concertations sectorielles aussi qui assurent un équilibre entre la gestion des affaires courantes, parce que oui, il y a encore des affaires courantes, et les urgences de la pandémie. Et là, donc, merci au financement transitoire qui aura permis d'avoir ces coordinations-là pendant la pandémie. Là. Imaginez si on ne les avait pas eues. Bon, je vous laisse imaginer. Et donc, ça nous a permis d'identifier les enjeux majeurs d'un point de vue global, intersectoriel, de vérifier les infos pertinentes, de relier directement les ressources en agissant en tant que guichet unique, ce qui est vraiment digne de mention. Ça s'est vérifié aussi, par exemple, à Montréal-Nord, on a une concertation des services de garde éducatifs. Et donc, les CPE, par exemple, qui sont bien soutenus par des organismes nationaux et régionaux, avaient moins besoin de fréquenter cette concertation locale-là parce qu'ils retrouvaient des réponses à leurs questions, alors que pour d'autres services éducatifs à l'enfance, c'était moins le cas. Et là, ils se sont retournés vers leur concertation locale pour avoir des directives claires, des interprétations et échanger les ressources. Donc, ça part de l'importance d'une concertation qui sait parler dans un langage qu'on comprend bien. Enfin, bien, on ne peut pas passer sous silence les financements d'urgence qui ont été extrêmement utiles. Si les financements d'urgence ont été moins réactifs pour mettre du soutien psychosocial en marche rapidement, leur aide a été primordiale pour répondre aux enjeux d'approvisionnement et de distribution de matériel sanitaire, pour produire des données en temps réel, si vous voulez, et de disséminer les messages les plus pertinents qui avaient été définis par l'arrondissement de la santé publique ou des concertations. Merci beaucoup, Frédéric. Allons voir maintenant quels sont les facteurs facilitants identifiés par Sylvie. Alors, il y aurait beaucoup à dire et bien des hommages à rendre, mais je me concentrerai sur les organismes communautaires en immigration et leur regroupement, puisque c'est à ce titre que j'ai été invitée sur ce panel. Alors, la TCRI, qui est la table de concertation des organismes en immigration, a rapidement entamé le dialogue avec les décideurs pour que les enjeux spécifiques des personnes immigrantes et réfugiées soient pris en compte dès quasiment le début de la pandémie. Les échanges soutenus avec notamment la DRSP, avec qui la TCRI collabore depuis longtemps, ont eu des retombées importantes. Je vais en nommer quelques-unes. Le ministère de la Santé a émis une directive fin mars à l'effet que les tests de dépistage étaient accessibles à tous gratuitement et non seulement aux personnes ayant une carte de RAMQ. Ça a été une adaptation extrêmement importante. Alors, c'est sûr qu'un travail de communication reste à faire pour que le message soit compris de tous. Il semblerait que certaines personnes à statut précaire hésitent encore à se faire dépister par peur de devoir payer ou d'être dénoncées et renvoyées dans leur pays, pour d'autres. Il y aurait aussi des centres de dépistage qui continueraient à demander la carte de la RAMQ ou qui auraient facturé des tests négatifs. Donc, mais bon, la mesure est là, il faut la faire atterrir correctement. Un autre exemple de ces échanges fructueux, l'apparition après quand même un bon 2 mois, mais quand même des fiches multilingues sur les consignes sanitaires de la santé publique. Ça fait une très belle différence sur le terrain aussi.
Troisième et dernier exemple, le gouvernement a aussi autorisé l'accès aux services de garde d'urgence aux demandeurs d'asile qui travaillent dans les services essentiels. Alors là, rappelons-nous que l'accès aux services de garde leur avait été retiré il y a à peu près 2 ans par une directive du ministère de la Famille. Bon, là, certains ont pu y accéder à nouveau. Alors, est-ce qu'on assistera à un retour en arrière lorsqu'on aura moins besoin des demandeurs d'asile? L'avenir le dira. La TCRI a aussi joué un rôle majeur en centralisant l'information multilingue, tant sur les consignes Covid que sur les opportunités de support financier pour les personnes immigrantes et pour les organismes. Un rôle important et complémentaire à celui du réseau public a par ailleurs été joué par les organismes communautaires au service des nouveaux arrivants, mais aussi par les associations ethnoculturelles, les groupes religieux et les groupes d'entraide informelle, souvent grâce à des financements ad hoc qui ont popé pendant la pandémie. Alors, ces acteurs-là ont joué un rôle à différents niveaux. Diffusion et explication des consignes sanitaires dans les différentes langues et sur diverses plateformes. Diffusion et explication des diverses mesures financières et soutien aux personnes pour compléter les formulaires, pour s'en prévaloir. Identification des personnes plus vulnérables par exemple, des appels systématiques des participants des organismes dans leur langue maternelle si besoin. Développement de nouveaux services en lien avec la Covid, comme les appels d'amitié multilingues, par des bénévoles pour les personnes très isolées. Ces organismes aussi étant très impliqués dans les concertations locales, ils ont participé activement aux cellules de crise qui ont vu le jour. Ils ont, par exemple, assuré la traduction des dépliants sur les ressources d'urgence locales et contribué parfois pour la première fois à faire du dépannage alimentaire dans un contexte d'explosion des besoins. Je terminerai avec un exemple de ces projets collectifs qui ont vu le jour en réponse au contexte de pandémie. La table de concertation en petite enfance de Verdun a assuré le leadership d'une opération de livraison à domicile de paniers d'enfants contenant du matériel éducatif et ludique pour les enfants de 0 à 17 ans. Les 2 intervenants du CSAI à qui j'avais demandé d'assurer la livraison à nos 20 familles, hein, chaque organisme pouvait desservir des familles. Alors, quand on parle de 20 familles, on parle quand même de 35 enfants, sont revenus très émus de cette distribution et en particulier de la gratitude témoignée par les parents et de la joie pure exprimée par les enfants. Merci de votre attention. Alors, on termine sur une belle note. Merci beaucoup, Sylvie. Pour terminer le tour de table pour cette question-ci, on donne la parole maintenant à Aurélie. Oui, alors un des facteurs facilitants, c'est sans aucun doute le lien de confiance que l'on développe en mettant le parent au cœur, au centre de nos actions. L'accueillir, le rassurer, lui permettre de prendre toute sa place, c'est très facilitant. Parce qu'on sait, la première transition scolaire, c'est aussi une question de relation et c'est un développement de cette collaboration. Ce lien de confiance, lorsqu'on l'a, il est renforcé avec le soutien, encore une fois, d'une collaboration école, famille, communauté. Et ça, c'est un précieux filet de sécurité. Nos liens entre les différents milieux agissent comme un facteur de protection. Ça permet de coordonner toutes les activités, d'harmoniser nos messages et c'est encore plus important en ce moment. Merci beaucoup, Aurélie. On dit que les épreuves font grandir, alors je pense qu'on peut dire sans se tromper que cette année, nous sommes tous une armée d'immenses géants. Alors, quelles sont les leçons et les apprentissages que l'on peut tirer de la présente crise? J'aimerais entendre nos panélistes sur le sujet et je commence avec Frédéric. Oui, quelques leçons. On pourrait dire que la flexibilité des bailleurs de fonds à déployer à accompagner les nouvelles initiatives avec des critères plus souples, c'est vraiment quelque chose d'important et de facilitant. On peut aussi dire que ça a été dit, mais il faut le redire et le redire. Les approches de proximité sont essentielles. Il faut rejoindre les gens là où ils sont. Et d'autant plus en confinement, lutter contre l'isolement, c'est vraiment un cheval de bataille en contexte de confinement. C'est très important à retenir. Et je vais prêcher pour ma paroisse encore, mais les pratiques collaboratives sont avérées une source immense de solutions à des problèmes émergents.
La préexistence de ces réseaux-là constitue un avantage certain quand vient le moment de resserrer le filet social rapidement. Petite anecdote, nous, on a la chance d'avoir le conseiller en développement communautaire du poste de quartier sur notre concertation. Et quand on a exprimé un besoin par rapport à des vêtements d'hiver pour les familles qui ont en situation de précarité économique, on s'est retrouvé une semaine plus tard avec 175 paires de bottes neuves à distribuer à la communauté. Donc, en une petite semaine, c'est arrivé parce que par la magie de la rencontre de deux réseaux distincts et complémentaires qui se font confiance et qui travaillent ensemble. Donc, il faut redire, la préexistence des réseaux constitue un avantage. Puis là, ben, je ne vous cacherai rien, la concertation, ça coûte quelque chose. C'est du temps, c'est des ressources investies par les organismes qui y siègent, mais ça a un coût de fonctionnement. Puis là, je n'ai pas le choix de faire entendre la voix de mes collègues coordonnateurs en petite enfance et de l'ensemble des membres qui participent à ces concertations-là. Suite à la perte de financement d'Avenir d'enfants et devant l'absence d'opportunités de financement à la mission des concertations, ben, tous les avantages dont on parle de l'AGE collectif sont menacés, parfois en partie, parfois totalement, il faut le reconnaître. Et considérant que les 15 millions qui avaient été alloués, et là je lis, pour le soutien à la mobilisation locale en faveur des enfants, qui est inscrit au crédit du MFA cette année, sont passés à un autre budget. Donc, considérant aussi l'ensemble des recommandations qui ont été faites par les différents rapports, on part depuis 20 ans du Québec fout de ses enfants jusqu'au comité conseil, on reconnaît l'efficacité de la concertation locale. Donc, ce qu'on a appris cette semaine, c'est que l'agilité et l'efficacité des concertations n'est pas en ce moment une priorité du MFA. Monsieur Lacombe nous dit que ça ne nous enlève rien, mais ça nous enlève notre capacité d'agir sérieusement dans les prochains mois. Et donc, on a appris qu'il faut dès maintenant défendre nos concertations et leur financement. Merci beaucoup, Frédéric. Je pense que je peux dire sans me tromper que si nous avions tous été réunis dans un auditorium, vous auriez eu une ovation et des applaudissements pour ce que vous venez de dire. Poursuivons maintenant notre tour de table avec Aurélie. Une des leçons que l'on peut tirer, c'est sans aucun doute la force de la concertation déjà existante, parce que ça a permis de renforcer les liens et aussi de mieux se coordonner. C'est important parce que dans ce contexte d'urgence, on a réalisé la rapidité du passage à l'action. Malgré tout, notre réseau est quand même fort solide et organisé, et ça nous a permis d'être efficaces. La découverte des technologies a tout de même permis de rejoindre certains parents, mais aussi de rassembler virtuellement des enseignants du préscolaire avec des organismes communautaires. La première transition scolaire, elle demeure importante pour le parcours scolaire de l'enfant. Oui, nous planifions dans l'imprévu, mais on y arrive grâce au dynamisme, à la mobilisation et à ce partage, encore une fois, entre l'école, la famille et toute la communauté. Merci beaucoup, Aurélie. Quelles leçons peut-on tirer de la présente crise? Je suis convaincue que Sylvie a plein de choses à nous dire. On vous écoute, Sylvie. Alors, il est clair que pour enrayer la pandémie, le Québec a besoin de la collaboration de toutes et de tous. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous donner les moyens d'inclure les personnes immigrées et racisées, incluant celles en situation de vulnérabilité, et ce à tous les niveaux. Information sur les consignes sanitaires, accès aux pistes de dépistage et aux soins en cas de Covid, accès aux emplois dans les secteurs essentiels en contexte de pénurie, accès aux services de garde d'urgence pour ces travailleurs, etc. À cet égard, la collaboration avec des acteurs qui ont un lien de confiance avec les personnes immigrantes et réfugiées est un incontournable. La pandémie nous a démontré que lorsque nous prenons en compte le bien commun, nous sommes capables de réduire en partie les inégalités en matière de santé et ses déterminants. Si nous avons été capables de changer les règles du jeu qui régissent les conditions de vie d'un groupe vulnérable, en l'occurrence on parle des demandeurs d'asile, il y a sûrement des leçons à tirer pour reconnaître nos réelles marges de manœuvre pour améliorer les conditions de vie d'autres groupes en situation de grande vulnérabilité et de le faire sur une base plus pérenne. Ça va nous prendre de la poussée politique. Cette crise
a permis de déconstruire au moins en partie certains préjugés dont sont victimes les demandeurs d'asile. Les messages défendant l'idée que ces personnes seraient souvent de faux réfugiés, profitant d'un système d'immigration excessivement généreux, sont plus ou moins entrés en dormance. On a plutôt entendu dire qu'ils étaient nombreux à œuvrer dans les services essentiels. On a même parlé d'anges. Quel revirement! Espérons que ce changement de regard sur les demandeurs d'asile laissera des traces durables dans l'imaginaire québécois vis-à-vis de toutes ces personnes qui ont dû fuir leur pays. J'invite ceux qui le jugent pertinent à manifester leur soutien à la recommandation de la TCRI, le regroupement des organismes communautaires en immigration, pour une régularisation du statut des demandeurs d'asile moins restrictive que ce qui est actuellement proposé par le gouvernement. J'ai la chance de travailler dans un organisme qui a des points de service dans 3 arrondissements. En qualité de coordonnatrice de la concertation et des partenariats, j'ai pu observer l'évolution des concertations pendant la pandémie. Si certaines tables sectorielles se sont mises sur pause, d'autres ont été particulièrement actives. C'est le cas des concertations en petite enfance qui ont fait feu de tout bois et ont démontré encore une fois leur pertinence pour aider les familles en situation de vulnérabilité à passer à travers cette crise avec le moins de dommages possible. Je terminerai donc en leur rendant un hommage. Merci beaucoup, Sylvie. Je termine ce tour de table en m'adressant maintenant à Lauriane. Oui, alors je vais clore cette grande question. Et ça sera sans surprise que je vous dirais que les ressources communautaires ont été plus qu'essentielles durant la pandémie afin de répondre à tous les niveaux de besoins des familles, émotionnels, matériels, alimentaires. Un réseau communautaire fort et uni, c'est une leçon à retenir quant au succès d'un quartier pour accompagner et soutenir les familles. Et on sait qu'un parent bien soutenu et outillé est sans aucun doute un facteur de protection des tout-petits, garant d'un développement optimal. Ensuite, la pandémie a exacerbé les inégalités sociales dans notre société. Ça s'est reflété dans la réalité des parents. Les parents plus pauvres, isolés, allophones, avec des petits logements, un travail précaire, ceux qui ont des enfants avec des besoins particuliers en santé ou en éducation ont été plus durement touchés par cette pandémie. Donc, au-delà d'une réponse d'urgence actuelle, la réponse à la COVID doit absolument passer par des mesures structurelles pour réduire ces inégalités sociales entre les familles, par exemple un réinvestissement en santé, en éducation. Une autre leçon qu'on peut tirer de cette expérience que nous vivons tous comme société, c'est l'importance de normaliser et faciliter la conciliation famille-travail. La réalité des parents travailleurs a été mise en lumière par la pandémie et cette conciliation famille-travail qui, avant la pandémie, restait exceptionnelle et encore trop souvent portée par les femmes, s'est révélée plus qu'essentielle, en fait, durant ce confinement pour permettre à plusieurs de conserver leur emploi et sécuriser les finances familiales, et ce, malgré la présence des enfants à la maison. Donc, ça a été épuisant. Il y a de nombreux constats qui ont été faits afin de nommer que de travailler avec des enfants à la maison, ce n'est pas viable à long terme pour les parents, mais ça nous a ouvert à considérer de nouvelles pratiques de conciliation et ça, c'est tellement un gain pour les parents qu'on ait une meilleure compréhension de cette réalité. Donc, voilà. Mais pour terminer, la plus grande leçon que je retiens, et je nomme ça avec tout mon cœur, c'est celle que les parents nous ont donnée et continuent à nous donner au quotidien. Quelle résilience, quelle force ils nous ont montré, gardant toujours à cœur le bien-être de leurs petits et les épargnant à leur propre détriment du stress occasionné par la pandémie. J'ai donc envie de terminer en disant bravo à tous les parents. Donnez-vous une tape dans le dos, vous le méritez. Vous le méritez tellement. Ah, c'était beau ça. Merci beaucoup, Lauriane. Merci également à Sylvie, Aurélie et Frédéric pour leur participation à ce premier panel qui a engendré des échanges riches et pertinents.